Merci à tous les participants, merci à tous les orateurs, aux deux orateurs, de ce webinaire AJE, géopolitique de l'hydrogène vert, stratégie des États et enjeux. Nous allons effectuer un petit tour du monde des grands projets et une remise et un rappel aussi des fondamentaux. Grâce à Miko Mered et Cédric Philibert. Cédric Philibert, qui est chercheur associé à l'IFRI, ex-analyste de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, et Miko Mered, qui est professeur de géopolitique de l'hydrogène à HEC Paris et à l'ILERI, école de relations internationales. Très vite, je vais immédiatement passer Oui, vous compléterez bien sûr les orateurs, s'il s'agit d'affiner vos mini-bios. Présenté comme le carburant du futur, l'hydrogène vert est l'une des solutions pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Quelques chiffres rapides, ce secteur pourrait peser 30 millions d'emplois et 2500 milliards de dollars par an d'ici 2050, dont le tiers en Europe. Près de 30 pays ont construit une feuille de route hydrogène où différents acteurs, grands groupes, start-up, think tanks, organisations internationales et diplomates tissent un nouveau modèle économique. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie investissent des centaines de milliards de dollars dans des projets pharaoniques. Donc, pour parler de ce sujet passionnant, alors nous allons un petit peu inverser ce qui était prévu. C'est Cédric Philibert qui va prendre la parole en premier et Miko à sa suite. Nous aurons évidemment beaucoup de questions à leur poser après cela. Cédric, c'est à vous. Bon, merci à la JE de m'inviter pour une deuxième fois sur le sujet de l'hydrogène. Je n'ai pas la prétention de traiter à fond la problématique de la géopolitique de l'hydrogène. J'ai la prétention de donner des éléments de réflexion qui vont nourrir la réflexion qu'on peut avoir ensemble sur la géopolitique de l'hydrogène et ses conséquences. À quoi peut servir l'hydrogène? De quel hydrogène on parle? Où est-ce qu'il va être produit? Où est-ce qu'il va être consommé? Comment est-ce qu'on va le transporter? Sous quelle forme? Et finalement, quelle place ça va jouer dans le monde? Est-ce que ça va être la même chose que, je ne sais pas, le pétrole, qui est aujourd'hui la commodité la plus commercée au monde et dont la géopolitique s'impose à tous comme un fait important. Enfin, tout le monde sait ce qui se passe avec le pétrole, les chocs pétroliers, les embargos, les guerres pour le pétrole. Encore hier soir, le sort du pipeline entre le Canada et les États-Unis, etc. Donc voilà, est-ce que l'hydrogène, ça va être ça demain ou ça va être quelque chose d'autre, quelque chose de différent? Pour ça, il faut d'abord avoir une vision de ce qu'est l'hydrogène aujourd'hui, de ce qui pourrait être demain dans un monde qui se décarbonise. Et encore une fois, où est-ce qu'il pourrait être produit, qui pourrait l'acheter, pour faire quoi? Donc, je vais mettre en place des briques et je pense que Mika poussera la réflexion plus loin et puis qu'on discutera. D'autant que je ne sais pas s'il sera d'accord avec toutes mes briques, si j'ose dire. Il y a des visions assez diverses sur le rôle de l'hydrogène. Il y a des gens qui voient un très grand rôle, des gens qui voient un rôle important du point de vue de la décarbonation, mais pas forcément majeur du point de vue de l'énergie. C'est mon cas, par exemple, et donc je vais expliquer pourquoi. Voilà, donc je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet et partager cette présentation avec vous. Je pense que vous devez la voir sur vos écrans. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vais essayer de la faire. Voilà, circuler. Donc, les usages actuels de l'hydrogène, on va quand même commencer par là. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène aujourd'hui? Ce n'est pas une énergie propre, c'est un gaz industriel sale. Sa production a augmenté. La production d'hydrogène pur, volontaire, a augmenté régulièrement jusqu'à 70 millions de tonnes aujourd'hui. Ça sert à quoi? Ça sert au raffinage. C'est le raffinage qui a augmenté. Dans les rapports qui recopient de façon un peu indistincte des chiffres qui circulent déjà depuis 15 ans, on en trouve encore aujourd'hui. On apprend que c'est l'ammoniac, la source, l'usage numéro 1 de l'hydrogène. C'est plus vrai, maintenant c'est le raffinage, mais l'ammoniac, ça reste très important. Pourquoi? Parce qu'avec l'ammoniac, on fait notamment les engrais azotés, et que les engrais azotés, eh bien, c'est important dans l'agriculture et l'alimentation, du moins telle qu'elle est organisée aujourd'hui.
Hein, on dit que la moitié de l'azote de notre alimentation vient en fait des combustibles fossiles, donc c'est quand même important. L'ammoniac sert aussi à faire tout un tas de choses, des explosifs miniers ou autres. On le sait bien à Beyrouth, par exemple. Et puis, ça sert à faire des gaz frigorigènes, des nettoyants industriels, etc. etc. L'autre usage, c'est donc le raffinage. Hein, donc, ça fait partie de la géopolitique du pétrole. Et on a construit dans ou à côté des raffineries. Au début, on n'utilisait que de l'hydrogène qui était fait à partir de résidus pétroliers. Mais maintenant, les besoins augmentant parce qu'il a fallu augmenter la conversion profonde du pétrole et surtout désulfurer les carburants parce que c'était un problème de pollution atmosphérique majeur. Et cette désulfuration se fait avec de l'hydrogène. Hein, l'hydrogène capture le soufre, voilà. Et c'est comme ça qu'on désulfure les carburants. Donc, l'usage numéro 1 maintenant d'hydrogène, c'est la fabrication des carburants. Et puis, en plus de ces 70 millions de tonnes, il y a 40 millions de tonnes qui sont fabriquées en mélange avec d'autres gaz, notamment pour faire du méthanol, qui est l'ingrédient principal des industries chimiques, de la chimie organique, hein, tous les plastiques qui embellissent nos plages, tout ça, ça vient du méthanol. Et pour faire du méthanol, gaz de synthèse, c'est-à-dire un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. On en utilise aussi pour faire un peu d'acier par la filière dite de la réduction directe du fer, en fait des oxydes de fer, c'est-à-dire du fer tel qu'on le trouve dans la nature, il est oxydé, il faut enlever cet oxygène. Et on fait ça dans les hauts fourneaux avec du carbone surtout, mais dans la filière dite électrique, on le fait avec un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et puis, on a beaucoup d'autres petits usages dans la verrerie, dans l'industrie, dans la microélectronique, etc. Mais enfin, tous ces petits usages cumulés, ça finit par faire beaucoup. Voilà. Là-dedans, il n'y a pratiquement pas d'énergie. Et pratiquement tous, il y a un peu d'énergie parce qu'un peu de méthanol est utilisé pour de l'énergie. Hein. Mais sinon, les usages directs d'hydrogène en énergie, c'est même pas l'épaisseur du trait, c'est les fusées et 7000 véhicules électriques, c'est 3 fois rien. Et puis, voilà, donc tout ça est produit à partir des fossiles. Alors, le pétrole est devenu très, très marginal. Hein. Encore une fois, on lit encore dans des rapports qui paraissent aujourd'hui des chiffres complètement faux là-dessus. C'est 3/4 de gaz naturel et 1/4 de charbon. Voilà, point barre. Et un tout petit filet d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et encore, quand on a ça, ce n'est pas du tout les électrolyseurs d'aujourd'hui. On avait des grands électrolyseurs dans le passé. On a produit de l'hydrogène par électrolyse avec des renouvelables. C'est comme ça qu'on faisait les engrais azotés dans les années de 1930 à 1990. On faisait ça avec des électrolyseurs qui faisaient 160 mégawatts, jusqu'à 160 mégawatts, dans des usines en Norvège. Ça alimentait toute l'Europe en ammoniac et en fertilisant azoté. Mais il y en avait aussi en Égypte, près d'Assouan, au Zimbabwe, au Pérou, au Canada. Partout où il y avait de l'hydraulique, en gros, on faisait de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Ce n'est pas nouveau. Voilà. Et avec ça, on faisait de l'ammoniac. Et avec cet ammoniac, on faisait des fertilisants azotés. Toutes ces usines ont disparu, ont été arrêtées, sauf une petite qui est à Cusco, au Pérou, qui est la seule qui subsiste de ce temps-là. Donc, en fait, si on fait aujourd'hui de l'hydrogène par électrolyse, c'est comme un sous-produit de la fabrication du chlore, qui est le premier produit chimique par quantité. Et ça fait de l'hydrogène dans la production dite chlore-alcali. Voilà. Et l'hydrogène qu'on a qui est électrolytique, il n'est même pas fait volontairement, pratiquement. Il y a très peu pour l'instant d'électrolyseurs qui sont faits exprès pour faire que de l'hydrogène. Alors, où est-ce qu'on produit l'hydrogène? Généralement près de son lieu d'utilisation. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à transporter, je vais y venir. Il y a quand même des marchés régionaux dans le nord de l'Europe et le golfe du Mexique. Vous voyez ici les réseaux dans le nord de l'Europe. Il y en a un autre petit réseau qui est purement limité à l'Allemagne.
Et puis, vous avez un réseau dans le Golfe du Mexique, assez important. Puis, vous avez, et ça et là dans le monde, un pipeline de 100 ou 300 kilomètres. Voilà. Mais en général, on transporte assez peu l'hydrogène et on transporte essentiellement en pipeline. Les voyages en camion, en train ou en bateau, ça existe, mais c'est très coûteux. On transporte essentiellement de l'acier et un tout petit peu d'hydrogène. Et donc, on évite de le faire, sauf peut-être pour alimenter les fusées à Cap Kennedy, les boosters des fusées des navettes, parce que là, l'argent ne compte pas, mais partout où l'argent compte, eh bien, on évite de transporter l'hydrogène. Alors, c'est intéressant de regarder, par exemple, la production d'hydrogène pour les industries chimiques dans le monde. Alors, c'est l'ammoniac qui domine, le méthanol. Il y a un petit peu de pétrole qui est utilisé, il y a beaucoup de gaz, il y a un tout petit peu de charbon, même en Amérique du Nord, mais massivement, en Chine, c'est le charbon. Hein, et partout ailleurs, c'est le gaz naturel, comme je vous le disais. Donc, le gaz naturel a remplacé l'hydrogène électrolytique du siècle précédent et s'est imposé partout, sauf en Chine où c'est le charbon. Alors, comment stocker l'hydrogène? Il y a une façon économique, c'est les cavités souterraines, et alors notamment les cavités salines. On envisage de le faire dans d'autres types de cavités, mais on ne le fait pas pour l'instant, parce que c'est compliqué, parce que ça pollue l'hydrogène, parce que ça peut fuir. Voilà. Donc, ce qui marche bien, c'est les cavités salines, et en gros, il y en a 6 dans le monde. Il y en a 3 au Texas, et il y en a, je crois, 3 au Royaume-Uni, et c'est tout. Alors, on sait que des cavités salines existent, qu'on pourrait faire des stockages. On va en faire un probablement, Mika confirmera, dans la région, la grande région sud. On a un certain nombre de possibilités dans la vallée du Rhône ou dans l'est de la France. On en a beaucoup moins dans l'ouest, par exemple. Et on n'en a pas partout dans le monde. Il y a des pays qui en ont à disposition assez facilement, d'autres qui n'en ont pas. Et s'il faut le stocker en réservoir d'acier, alors le stockage de l'hydrogène est très coûteux, surtout si on doit stocker pour de longues durées. Parce que, évidemment, à ce moment-là, on va immobiliser des réservoirs en acier coûteux à fabriquer parce qu'il faut stocker soit comprimé à plusieurs centaines de bars, soit liquéfié à moins 263 degrés, et alors ça bout continuellement, etc. Donc, c'est une dépense énergétique constante. Si on doit stocker pour des mois, par exemple parce qu'on veut garantir la sécurité électrique en brûlant de l'hydrogène quand on a une période comme on a eu récemment en France avec très peu de vent et pas beaucoup de soleil, et ben ça va coûter très cher d'immobiliser cet acier pour cette longue durée. Ici, on a un calcul pour stocker des gigajoules par la moitié de l'année. On a le calcul de l'hydrogène liquéfié. On ne va pas le faire avec de l'hydrogène comprimé parce qu'on est dans des quantités beaucoup plus petites. En fait, si on le fait, on le fera sous forme d'ammoniac liquide. On perd un peu en efficacité dans la transformation, mais finalement, après, on a un stockage ici. Ça, il y en a dans le monde entier, des stockages d'ammoniac, et ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher parce qu'on peut stocker des très grandes quantités. Voilà. Donc, soit on a des cavités salines et on peut stocker de l'hydrogène à 200 bars, soit on n'a pas de cavité saline et alors on va sûrement passer par l'ammoniac. On ne va pas faire des stockages massifs d'hydrogène dans des réservoirs en acier parce que c'est beaucoup trop cher. Alors, maintenant, l'hydrogène par électrolyse de l'eau, elle est sur le point de devenir à nouveau compétitive. Mais on va voir avec quoi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on imagine là de faire de l'hydrogène maintenant avec les énergies renouvelables qui ont beaucoup de potentiel, qui ont un potentiel virtuellement illimité par rapport à nos besoins, c'est le solaire et l'éolien. L'hydraulique, ça va continuer à augmenter dans le monde avec les grands barrages dans les pays en développement, mais ça va peut-être doubler d'ici 2050. Ça ne va pas être multiplié par 10. Le solaire, l'éolien, ça va encore être multiplié par 10 ou par 100, parce que le potentiel est immense. Et donc, c'est avec ça qu'il va falloir alimenter les électrolyseurs, mais comme chacun sait, ce sont des énergies variables. Certains disent intermittents, je préfère dire variable, ça correspond mieux à la réalité. Et donc, la question est de savoir si, compte tenu du coût des électrolyseurs, il faut faire marcher les électrolyseurs tout le temps, y compris avec une autre forme de stockage ou en payant ce qu'il faut pour avoir de l'électricité tout le temps, ou pas. Et la réponse est claire, c'est non, il ne faut pas. Vous avez ici le coût du kilo d'hydrogène en fonction du coût de l'électricité et du facteur de charge des électrolyseurs.
Et ce qu'on voit très nettement, c'est qu'à partir de 30% de facteurs de capacité, ce qui devient important, c'est le coût de l'électricité dans le coût de l'hydrogène. Au tout début, oui, on a un coût de l'électrolyseur important. Si on marche 500 heures par an, les électrolyseurs vont coûter comparativement assez cher. Mais si on marche 2500 heures par an, on est beaucoup mieux. Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'aller vers un fonctionnement continu, 24 heures sur 24, mais à condition que l'électricité reste toujours pas chère. Comme ce ne sera pas le cas, comme on aura des apports massifs d'électricité renouvelable, mais pendant un certain nombre d'heures et pas pendant toute l'année, on ne va sans doute pas faire ça. Ensuite, évidemment, selon le coût de l'électricité, on va avoir un coût d'hydrogène quand même très différent. Si je suis à 30 $ le mégawattheure, 25 €, là où je suis maintenant dans un certain nombre de pays bien ensoleillés, ou je suis à peu près là aussi avec l'éolien dans vraiment les zones les meilleures. Le solaire a le potentiel pour descendre encore. On a eu déjà quelques appels d'offres autour de 15 $ le mégawattheure, 1,5 centimes de dollars par kilowattheure. Bon, là, on va être compétitif presque avec l'hydrogène avec gaz naturel, qui là, ça c'est le coût en Europe, aux États-Unis ou dans les pays du Golfe, c'est moins cher l'hydrogène que ça. Donc ça, c'est quand même très très difficile, même avec une électricité à 30 $ le mégawattheure, ça reste difficile. Si on est à 15, on y arrive, on est en dessous. Par contre, dès qu'on est à peu près là, à 4000 heures, on est à peu près au même niveau que ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, c'est-à-dire l'hydrogène qui est fait à partir du gaz naturel avec capture du CO2, laquelle capture est efficace à 90%. On garde 10% d'émissions, alors que si on est sur un système tout renouvelable avec des électrolyseurs et de l'eau, on peut être à quasiment 100%, c'est-à-dire à zéro émission. Là, on ne sera pas à zéro émission, mais on sera quand même très, très performant et on a à peu près le même coût que si on a une électrolyse de l'eau, 4000 heures par an à 30 $. Et on va être en dessous de 30 $ dans les pays très ensoleillés, donc on va arriver moins cher que ça. Et puis le coût des électrolyseurs lui-même va diminuer. Là, on a pris une hypothèse assez optimiste mais réaliste pour les électrolyseurs alcalins de très grande taille, tels que les industriels les proposent maintenant pour des constructions nouvelles. Dans l'avenir, dans 10 ans, on sera encore plus bas et donc ça sera encore meilleur. Voilà. Donc on arrive à la compétitivité. Évidemment, on n'y arrive pas partout dans les mêmes conditions. Si on est dans les zones où il y a beaucoup de solaire et de vent, alors le sud des États-Unis, le Mexique, le Chili, la Patagonie, il y a du vent, l'Afrique du Sud, la Namibie, les côtes du Maroc, on a un vent formidable et un soleil formidable. Ici, on a beaucoup de soleil, mais évidemment, on est un peu loin pour faire de l'hydrogène, à la fois parce qu'on manque d'eau et parce qu'on manque de débouchés pour le consommer ou pour l'exporter. Donc ici, c'est un peu, là, c'est un peu théorique, si vous voulez. Par contre, là, dans le Golfe, on a des très bons soleils et parfois aussi un très bon vent près de la mer Rouge. En Inde, il y a des régions qui sont pas mal. L'Asie centrale. La Chine, c'est aussi un tout petit peu théorique parce que c'est parfois sur les hauts plateaux du Tibet, donc il faut quand même amener le matériel là-haut, mais on peut avoir des combinaisons de vent et de soleil très intéressantes aussi chez les Ouïghours, dans le Xinjiang, etc. L'Australie, c'est très très bon, à peu près partout, et c'est quand même immense, donc il y a un potentiel aussi considérable, etc. Puis alors vous avez des pays qui sont moins favorisés que ça, qui ont l'Europe, il y a un peu d'Espagne et de Portugal. Au Portugal, on a un projet de photovoltaïque à 16 centimes d'euros, c'est très très bien. C'est un peu, c'est pas forcément le coût exact, mais bon, on a des régions ici pas mal, mais quand même, et puis on a de la mer du Nord, donc et de l'Atlantique, on a un potentiel considérable d'éolien offshore. L'éolien offshore, on était à 250 €. On est en train de passer vers 60, 70. On a eu un appel d'offres à 44. Mais voilà, la réalité, c'est plutôt 50, 60. Entre 50 et 70. Quand on va s'éloigner des côtes, on va avoir des coûts de connexion plus élevés, tout ça. C'est bien, mais
c'est pas compétitif par rapport aux côtes du Maroc, où il y a à la fois les Alizés et un très bon soleil, ou l'Australie, ou etc. Voilà. Donc, il faut avoir tout ça, ou le Proche-Orient, il faut avoir tout ça en tête quand on va regarder les échanges. Et par exemple, le Conseil de l'hydrogène, le Conseil mondial de l'hydrogène, dans un rapport où il y a beaucoup de choses auxquelles je ne souscris pas, ils ont, qui a une vision alors, très optimiste sur l'hydrogène qui va servir à tout et à n'importe quoi. Par contre, là, il y a une vision assez bonne des bonnes sources d'hydrogène bas carbone dans les différentes régions, et puis les régions qui vont importer. Donc, l'Europe va plutôt importer parce que voilà, les renouvelables sont quand même contraints par le manque d'espace, ou alors on est dans l'offshore et on sera un peu trop cher. Bon, en Chine, il y a des possibilités, aux États-Unis, il y a des possibilités, au Chili, au Middle East, l'Australie, voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Par contre, le Japon, la Corée vont être des importateurs, à peu près inévitablement. Voilà. Donc, alors, les échanges pour exploiter les meilleures ressources. Nos amis japonais ont étudié pendant 5 ans la façon de transporter l'hydrogène, parce qu'ils ont des énergies renouvelables chères, en partie pour des raisons physiques, en partie pour des mauvaises raisons, hein, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Peut-être que l'offshore flottant va leur apporter un certain soulagement à terme, mais bon, voilà, ils pensent qu'ils ont, et puis ils ont besoin, de toute façon, on aura tous besoin de centrales thermiques et de brûler quelque chose dedans pour les périodes sans vent ni soleil, soit 2 heures dans la journée, soit une fois par an, 10 jours de suite. Hein. Donc, voilà, eux, ils veulent importer de l'hydrogène pour mettre dans leur centrale électrique. Hein. Il faut bien regarder les projets japonais, parce qu'on parle toujours des voitures. Alors, ils prévoient d'avoir 800 000 voitures à pile à combustible, mais ça consomme beaucoup moins d'hydrogène que ce qu'ils projettent d'importer pour leur centrale électrique. Et c'est dans leur rapport, hein, c'est dans la stratégie hydrogène du Japon, publiée en décembre 2017. Elle met ça très clairement. Et en octobre, quand le nouveau Premier ministre a dit on va aller vers le net zéro émission en 2050, une semaine avant, l'ancien TEPCO, l'ancienne utilité principale du Japon, qui s'appelle maintenant JERA, a publié un document où ils expliquent comment ils vont y arriver, et c'est en important en fait de l'ammoniac pour mettre dans les centrales électriques dans une première phase, et après ce sera de l'hydrogène, mais on ne sait pas sous quelle forme, quand ce sera pur. Mais pour l'instant, c'est en co-combustion avec le charbon, de l'ammoniac. Et pourquoi? Parce qu'ils ont regardé comment ça allait, ils pouvaient transporter l'hydrogène d'Australie ou du Proche-Orient, de l'hydrogène, soit vert, soit bleu, comme on dit, c'est-à-dire de l'hydrogène fait à partir des combustibles fossiles, mais en capturant le CO2. Hein. L'un ou l'autre, ils vont le transporter au Japon, ils ont regardé l'hydrogène liquide. Alors, il y a Kawasaki qui construit un petit bateau à hydrogène liquide qui va coûter très cher et qui va transporter des petites quantités. Il y a une autre compagnie qui mise sur les liquides organiques qu'il faut hydrogéner d'un côté, puis déhydrogéner de l'autre pour retirer l'hydrogène ici. Puis il faut leur faire retraverser les océans pour venir se réhydrogéner. Et ici, la déhydrogénation prend beaucoup d'énergie, là où on en manque. Au moins, quand on fait de l'hydrogène liquide, on a besoin de beaucoup d'énergie pour liquéfier l'hydrogène, mais au moins, on l'a là où on a beaucoup d'énergie, puisque c'est là qu'on exporte l'hydrogène. Donc, au moins, on a l'énergie là. Ici, dans ce cas-là, on a besoin de cette énergie pour faire ce transport. On a besoin de cette énergie à l'arrivée. Donc, finalement, on va le prendre sur ce qu'on a transporté et ça va réduire l'efficacité de ce transport. Et finalement, il y a l'ammoniac. Et l'ammoniac, il est déjà transporté sur toutes les mers du globe. Hein, 10 millions de tonnes sur les 180 millions de tonnes produites chaque année sont transportées sur les mers du globe depuis très longtemps. Donc, on sait le faire voyager. Il y a des bateaux pour ça. C'est encore des bateaux de taille moyenne. Il faudra peut-être des plus gros bateaux quand les quantités vont augmenter. Et ensuite, un gros avantage, c'est qu'on peut extraire l'hydrogène ou pas. Et pour l'instant, tout semble indiquer qu'extraire l'hydrogène, si on veut un bon niveau de pureté, par exemple pour les piles à combustible, ça va coûter assez cher, mais on peut l'utiliser directement dans des moteurs thermiques, dans certains types de piles à combustible, dans les turbines à gaz, dans les fours. Donc on peut le brûler directement. On a un problème d'oxyde d'azote qu'il faut surveiller de près. Il
faut Merci. arranger la combustion et la dépollution pour ne pas avoir un niveau excessif d'oxyde d'azote, mais on sait utiliser l'ammoniac directement comme un combustible, et c'est un gros avantage. Il se transporte beaucoup plus facilement que l'hydrogène parce qu'il est liquide à moins 33 degrés. Moins 33 degrés, c'est une température facile. Hein. Aujourd'hui, on a les vaccins à moins 80 degrés. Donc, vous voyez que moins 33 degrés, c'est relativement facile à faire. Ce n'est pas du tout l'espèce de défi considérable qui est la liquéfaction de l'hydrogène à moins 253 degrés. On est très proche du zéro absolu, c'est très difficile et très énergivore. Donc l'ammoniac sera un vecteur important pour les énergies renouvelables. Et au fond, quand on regarde, là j'ai regardé comment amener de l'hydrogène, par exemple, en Europe depuis le Maroc. Et on a comparé plusieurs solutions. Alors, on suppose que en Europe, on a un coût d'électricité à 60 euros et au Maroc, on est à 25. Je crois qu'on est à 25 et à 50, pardon, dans ce jeu d'hypothèse. Alors, on l'envoie par bateau sous forme d'ammoniac du Maroc. Donc, on a l'électricité, on a la transformation en ammoniac, on a, etc., on a le transport. Voilà. Si on a besoin d'ammoniac, parce qu'on veut de l'ammoniac, pour faire des fertilisants, pour faire de l'énergie, voilà, il vaut mieux l'importer parce que ça coûtera moins cher que de le fabriquer sur place avec une électricité 2 fois plus chère. Par contre, si je veux de l'hydrogène pur, parce que pour un usage quel qu'il soit, des voitures à pile à combustible, n'importe, je veux extraire cet hydrogène de l'ammoniac que j'importe. Eh ben, j'ai un coût élevé, inconnu pour l'instant, mais j'ai un coût élevé pour cet hydrogène, extraire cet hydrogène. Par contre, si je le fabrique localement, bah, j'ai des chances d'arriver à peu près au même prix. Donc, si je veux de l'hydrogène pur, je vais le fabriquer localement. Si je veux de l'ammoniac, si je veux du méthanol, si je veux des hydrocarbures de synthèse, je vais les importer. Si je veux de l'hydrogène pur, je vais probablement le fabriquer localement, même si mon électricité est trop chère, parce que toutes les transformations nécessaires pour transporter l'hydrogène avant de le consommer, ça va me revenir aussi cher que d'utiliser mon électricité trop chère. Sauf si je peux avoir un pipeline. Alors, par exemple, je peux avoir un pipeline entre, puisque j'ai des pipelines de gaz, d'ailleurs, certains, je pourrais même réutiliser des pipelines de gaz pour que le pipeline me coûte moins cher, entre le Maroc et l'Espagne. Je pourrais en créer un entre l'Italie et l'Algérie ou la Tunisie. Voilà. Je peux avoir des pipelines et là, ça vaudra le coup d'envoyer de l'hydrogène fabriqué moins cher. Mais par contre, Hydrogène Europe a un projet de pipeline depuis l'Égypte jusqu'à l'Allemagne. Ça ne me paraît pas réaliste. C'est très loin, c'est très long. Et les hypothèses de coûts qu'ils ont prises sont très optimistes. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, tous les pipelines sont assez courts. Voilà. Donc, des pipelines, oui, Proche-Orient, non. Afrique du Nord, pourquoi pas. Et là, ça vaut le coup d'importer plutôt que de fabriquer localement. Par bateau, non, je n'y crois pas. Il y a une très grosse incertitude sur le coût réel. Mais franchement, si j'ai besoin d'hydrogène, non, je ne vais pas l'amener par bateau du Chili ou d'Australie. Et même si je suis au Japon ou aux États-Unis, non, ça, j'y crois pas. Donc voilà, les échanges, pour moi, sauf quand je peux faire un pipeline et que j'ai des cavités salines pour stocker, sauf dans ce cas-là, qui existe, qui est important. Hein. Il peut y avoir un pipeline depuis l'Ukraine jusqu'à l'Allemagne. Voilà, ce n'est pas rien, mais ça ne va pas être mondialisé. Ça va pas être mondialisé comme le pétrole sous forme d'hydrogène. Par contre, en fonction de l'usage final que j'ai, si j'ai besoin d'ammoniac, si j'ai besoin de méthanol, si j'ai besoin d'hydrocarbures de synthèse, par exemple de kérosène de synthèse pour mettre dans les avions, alors oui, je vais éventuellement, et même probablement, aller les chercher là où ils coûtent moins cher à fabriquer, parce que le transport ensuite par bateau de ces produits-là ne va pas ajouter un coût important, et donc ça vaudra le coup d'aller les chercher là où les ressources renouvelables sont, un, meilleures, deux, beaucoup plus abondantes, alors que la demande est beaucoup plus faible. Voilà, quelques mots sur le futur de l'ammoniac. La vision conventionnelle de mes amis de l'AIE, c'est de voir une augmentation progressive des usages actuels, c'est-à-dire quelques applications industrielles, explosifs, etc., et puis les fertilisants. Moi, je n'y crois pas.
alors attention, il n'y a pas la même échelle, hein. Ici, ça c'est l'équivalent de ça, c'est parce que j'ai dû faire de la place pour l'arrivée de l'ammoniac comme un fuel, qui va être dans les années prochaines, qui va commencer dans les prochaines années avec le transport maritime et avec, c'est-à-dire comme combustible pour les bateaux, et avec les centrales électriques japonaises. Et puis, ça va augmenter considérablement, ça va être un fuel très important, alors que son rôle dans l'agriculture devrait diminuer. La France a un objectif de réduire l'usage des engrais azotés. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais on devrait pouvoir y arriver. L'Inde et la Chine, qui sont des beaucoup plus gros consommateurs, ont des politiques de croissance zéro sur les engrais azotés. Et on sait tous que l'azote aujourd'hui est un des éléments qui déséquilibre le plus les cycles chimiques naturels. On le retrouve partout, c'est les algues vertes, etc. Et 20% seulement de l'azote qu'on fabrique termine sa course dans nos aliments. Donc 80% est gaspillé. Donc on devrait, que ce soit en agriculture raisonnée, en agriculture modernisée avec les drones et les capteurs et l'informatique, ou que ce soit en agriculture biologique, dans tous les cas, on doit arriver à réduire ce gaspillage inouï. Voilà. Donc, je pense que l'ammoniac, dans l'avenir, est un fuel, un carburant, un combustible dans les centrales électriques et de plus en plus marginalement la base de notre alimentation. Alors, ça m'amène aux usages les plus pertinents de l'hydrogène vert. Le premier, c'est de verdir l'ammoniac et le méthanol dans les usages industriels actuels. C'est ce que la France a bien vu dans son plan hydrogène, hein. Son premier souci, c'est de faire de l'hydrogène vert pour faire de l'ammoniac et du méthanol plus écologiques, parce que c'est les premiers usages de l'hydrogène aujourd'hui. Et pour ça, il n'y a pas besoin de créer toute une chaîne avec des nouveaux usages de l'hydrogène. Ce sont les usages actuels et il faut les verdir en priorité. Pareil, l'hydrogène des raffineries, ça c'est ce que Total va annoncer ou a annoncé pour la MED, la raffinerie, c'est que cet hydrogène soit vert, ça dépollue un petit peu les carburants. Voilà, ça décarbone un petit peu le mécanisme de dépollution en soufre des carburants. Un autre grand domaine d'utilisation, ça devrait être la réduction directe du fer en acierie, parce que ça devrait consommer autant que tous les autres usages, pratiquement. La fabrication d'acier, elle ne va pas cesser demain matin, même dans les projets les plus écolos, il y aura toujours beaucoup d'acier. Et il en faut pour les éoliennes, hein, on leur reproche assez, il en faut pour les panneaux solaires. Voilà, cet acier, il faut le décarboner. Aujourd'hui, c'est 7% des émissions mondiales, hein, l'acierie. Et ça va monter en proportion qu'on va décarboner le secteur de l'électricité. La part de l'acierie va augmenter. Donc, ça fait partie des secteurs qu'on considère comme hard to decarbonize, hard to abate, difficile à décarboner. Voilà, la façon de le faire, c'est d'arrêter avec les hauts fourneaux, et de systématiser la filière dite électrique, où on va décarboner d'abord les oxydes de fer, hein, et là on le fait avec un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone, mais on sait le faire avec l'hydrogène pur. Et on va le faire avec l'hydrogène pur. Les sidérurgistes suédois sont en train de construire leur première installation. On devrait le faire sans tarder. Et puis ensuite, on met ça dans un four électrique. Donc, si on a une électricité renouvelable, eh bien, on obtient de l'acier pratiquement avec très, très peu d'émissions. Voilà, à terme, on pourra peut-être le faire uniquement à l'électricité, ce sera encore mieux, mais ce n'est pas au point. Arcelor est en train d'essayer de développer la technologie, mais il y a quand même 15 ans de développement. Alors que l'hydrogène, c'est beaucoup plus proche, puisqu'il y a déjà des usines qui ont fonctionné à l'hydrogène pur. On va utiliser l'hydrogène comme stockage et transfert d'énergie renouvelable dans les systèmes électriques. On le voit amorcé avec le Japon et ses centrales électriques, dans lesquelles ils vont mettre de l'ammoniac en provenance du Proche-Orient ou d'Australie. Donc, on va avoir de l'ammoniac combustible pour les bateaux, les centrales thermiques, éventuellement les fours industriels. Et puis, en rajoutant du carbone, qu'au début, on va prendre dans les industries et qu'à terme, on ne pourra prendre que dans l'atmosphère ou la biomasse, puisqu'il n'y aura plus de sources. Hein, dans un monde net zéro, il n'y aura plus tellement de sources dans lesquelles on pourra capturer le carbone. Si on capture le carbone et qu'on le réémet ensuite, on réduit les émissions, mais on ne les supprime pas. Or, à terme, il faut supprimer les émissions. Et on va faire ça essentiellement, à mon avis, pour l'aviation et pour les industries chimiques. Les industries chimiques sont basées sur le carbone. C'est souvent pour des produits plus ou moins durables.
L'aviation, on a parlé, Airbus a lancé son projet d'avion à hydrogène, mais on a 30 ans de développement et de qualification, et ensuite, il faut remplacer la flotte. Donc, tout ça prend 40 ou 50 ans. Donc, si ça marche, et les difficultés sont nombreuses, donc ça ne va pas nous aider à arriver au net zéro. Ça va éventuellement nous aider après à le maintenir et à voyager dans un monde net zéro émission. Mais pour arriver au net zéro émission, il faut ou compenser les émissions de l'aviation, ou, et en capturant le carbone dans l'air de plus en plus, et non pas en greenwashingant avec des émissions, en réduisant des émissions chez d'autres qui devront de toute façon les réduire, ou il faut faire des carburants de synthèse, du kérosène de synthèse, avec de l'hydrogène vert et du carburant pris dans l'atmosphère, soit directement, soit par l'intermédiaire de la biomasse. Et aujourd'hui, les opportunités, c'est de faire ça, c'est de combiner la production de la biomasse et la production d'électrofuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent enlever l'hydrogène de la biomasse. Je trouve ça absolument sans intérêt. Au contraire, il faut ajouter de l'hydrogène à la biomasse. La biomasse est pleine de carbone. Il faut ajouter de l'hydrogène pour éviter, vous savez, une usine d'éthanol aujourd'hui, c'est une grosse source de carbone, de CO2. Il faut ajouter de l'hydrogène pour transformer ce CO2 en CO et en davantage de fuel et faire en même temps des biofuels et des électrofuels. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter par 2 ou par 3 la production de carburant à partir d'une même quantité de biomasse. Je ne sais pas quelle est la quantité de biomasse qu'on peut utiliser de façon soutenable. Il y a de vastes débats là-dessus, la compétition avec l'alimentaire, avec la biodiversité, les usages des sols, les usages de l'eau. Je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis juste, si on ajoute de l'hydrogène avec du solaire et de l'éolien, on multiplie par 2 ou par 3 les carburants qu'on peut extraire de la biomasse. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'on va mettre de l'hydrogène dans d'autres choses? Par exemple, les voitures. Moi, je ne crois pas du tout aux voitures. Peut-être certains camions. Pourquoi? La raison majeure, elle est là. Vous l'avez ici, c'est l'efficacité comparée. Hein. Vous avez un véhicule à batterie ici. Vous avez une production d'électricité renouvelable ici. Vous avez le véhicule ici. Il y a des pertes. Oui, il y a des pertes. Mais enfin, vous avez quand même 70% de l'électricité qui va être transformée en mouvement. Vous passez sur une voiture à pile à combustible, vous avez des pertes beaucoup plus nombreuses. Vous avez de l'électrolyse, vous avez la logistique, vous avez la pile à combustible. Voilà, vous multipliez 70% par 50%, vous arrivez à 42%, vous ajoutez les autres pertes, vous êtes à 25%. Donc, vous avez à peu près 3 fois moins de mouvements utiles si vous passez par la pile à combustible et l'hydrogène que si vous passez directement par la batterie. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Et ça, c'est ce que vous faites si vous créez un combustible artificiel, un hydrocarbure de synthèse. Ce qu'on va faire pour les avions, parce que pour les avions, on ne peut pas mettre des batteries. Hein. Les batteries sont beaucoup trop lourdes. Leur densité énergétique est beaucoup trop faible. On peut faire des avions électriques pour aller je sais pas, de Paris à l'aéroport, oui, peut-être, mais de l'aéroport de Paris à celui de Los Angeles, non. Là, vous oubliez, ça n'arrivera jamais. Et là, je suis à peu près sûr de moi, c'est jamais. Un avion au décollage, longue distance, jusqu'à 45% de son poids, c'est le fuel. Si vous remplacez ça par quelque chose qui pèse 100 fois plus aujourd'hui, même si vous dites « Ah, mais dans 30 ans, ça sera seulement 10 fois plus lourd », ben, vous n'y êtes toujours pas. C'est toujours pas possible. Voilà, donc on le fait là où on ne peut pas faire autrement, mais on ne va pas le faire pour des voitures et des camions. Vous pouvez terminer dans 2 minutes à peu près, ça vous convient? 5? Ou laisser la suite des slides pour après? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors pareil dans l'industrie. Là, j'ai ce que montre l'AIE sur son amorce de scénario net zéro. Dans l'industrie, on va électrifier et on ne va pas mettre des quantités massives d'hydrogène, sauf évidemment pour la sidérurgie, où on va utiliser l'hydrogène non pas comme une source d'énergie, mais comme un réducteur d'oxygène, ce qui est très différent. Bon, je vais passer rapidement sur les mauvais procès qui sont faits aux batteries. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais en 2 mots, il y a quand même beaucoup de lithium disponible. Ça vient des mines australiennes et non pas des salars du Chili et du Pérou, contrairement à ce qu'on nous montre toujours. On dit « Ah, c'est un scandale ». On sait recycler les batteries des véhicules électriques. Si on le fait très peu pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas de véhicules électriques en fin de vie ou excessivement peu.
Les terres rares, il n'y en a pas tellement dans les batteries. Par contre, il y en a beaucoup dans les pots catalytiques, dans les piles à combustible, dans les raffineries de pétrole. Voilà, ça, je vais passer. Ça, je vais passer aussi. Oui, peut-être vous pouvez garder la fin des slides pour tout à l'heure, Cédric, c'était déjà… L'électrification de l'industrie, je vais passer. Ceci pour dire qu'il faudra énormément d'électricité déjà pour les usages que j'ai soulignés, c'est-à-dire le transport maritime. Le transport maritime, ça va être de l'ammoniac qu'on va mettre dans les moteurs diesel des bateaux aujourd'hui. Et c'est en train de se produire déjà. Pour l'aviation, ça va être du kérosène synthétique. C'est une quantité énorme d'électricité. La sidérurgie, c'est énorme aussi. Donc tout ça, ça ajoute, si vous voulez, dans un scénario de développement durable en 2040 de l'AIE, vous avez déjà 27 700 TWh d'électricité verte. Et il faut ajouter 4 300 ici, 5 000 ici, 6 500 ici. Juste pour le transport maritime, l'aviation, la sidérurgie. Donc l'urgence n'est pas de faire des voitures inefficaces avec de l'hydrogène vert qui va transformer de façon inefficace des renouvelables. L'urgence, c'est de décarboner, d'éviter les centrales à charbon et tout ça. Et derrière, c'est de décarboner la sidérurgie, l'aviation, le transport maritime, là où c'est pertinent d'utiliser de l'hydrogène. Déjà, il faut une croissance très très forte des renouvelables dans le scénario net zéro de l'AIE. Vous le voyez ici, ça c'est le SDS dont je viens de parler, mais dans le net zéro, ça va encore beaucoup plus vite. C'est une multiplication quand même du rythme d'installation du solaire et de l'éolien qui est phénoménal. Il faut l'augmenter encore pour répondre aux besoins du transport maritime, de l'aviation, de la sidérurgie et de la chimie, hein, évidemment. Je n'ai même pas mis la chimie ici. Et vous voyez que, bon, ça je vais passer. Vous voyez que l'urgence, c'est… Bon, ça, je vais passer aussi. Je vais juste… On peut passer la parole, je pense, à Miko maintenant. Oui. Je peux juste finir ma conclusion? Avec plaisir. L'hydrogène, ça va être important pour décarboner. On ne peut pas décarboner complètement sans hydrogène parce qu'on ne sait pas décarboner le maritime, l'aviation, la sidérurgie et la chimie sans hydrogène. Ça va demander énormément d'électricité verte. On va sûrement faire appel aussi à de l'hydrogène bleu ou de l'hydrogène turquoise par pyrolyse du méthane, qui est ma solution préférée. La géopolitique va évoluer, mais elle évolue d'abord avec les renouvelables, parce qu'avec les renouvelables, on va réduire considérablement la dépendance énergétique de la plupart des pays. C'est-à-dire que la plupart des ressources vont quand même être locales. Après, sur certains produits, il y aura des échanges d'hydrogène ou de produits riches en hydrogène, oui, mais au fond, ces échanges seront petits par rapport aux échanges qu'on a aujourd'hui sur le pétrole et le gaz. Donc, on va vers une plus grande… Et puis, ça ne viendra pas forcément des mêmes pays. Donc, on va plutôt élargir le nombre de pays sur lesquels on peut compter, aux pays riches en pétrole et en gaz aujourd'hui, qui seront demain des producteurs d'hydrogène. On va ajouter des produits qui aujourd'hui n'ont pas de gaz ou de pétrole, mais peuvent devenir des producteurs d'hydrogène, typiquement le Maroc. Voilà. Donc, on va augmenter notre résilience énergétique en ayant plus de consommation locale, mais pas 100%. Quand ce sera rentable d'importer, on importera, et en diversifiant les pays sources de ces importations. Très bien, merci beaucoup Cédric Philibert. C'était vraiment un exposé passionnant avec une vision mondiale en plus des circuits logistiques, du transport, du stockage, qui sont les éléments clés essentiels pour comprendre l'évolution du marché de l'hydrogène. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Miko Mered, qui va nous présenter sa vision effectivement de l'avenir de l'hydrogène vert. Ma vision, je vais essayer surtout de vous dire ce qui peut éventuellement se passer, parce que je suis bien mal barré pour essayer de vous dire ce qui va effectivement se passer. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, comme personne d'ailleurs. Et merci beaucoup, Monsieur Philibert, pour cette présentation sur laquelle je souscris à pas mal de vos arguments. En fait, votre conclusion, elle m'est très utile pour commencer ma petite intervention.